Bienvenue Aurélie. Merci. Et bienvenue à celles qui sont là. Et je vais commencer par un petit peu longuement énoncer ma motivation, ce pourquoi j'ai voulu t'inviter. Mais avant ça, je veux vous avertir, les filles, que j'ai une mauvaise connexion ici. Donc, si jamais c'est pas bon, patientez, ne paniquez pas, ça va revenir. Mais donc voilà, je vous avertis parce que ça risque d'arriver. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu inviter Aurélie? D'abord Aurélie, je te connais, on se connaît depuis 2 ou 3 ans quand même, hein, plus ou moins. Hein. Oui, ouais, ça passe, mais oui. Ouais, hein. Et donc je t'ai vu évoluer dans ta proposition et moi aussi j'ai évolué dans la mienne. Et maintenant tout le monde sait que je suis au fil du temps devenue une spécialiste de la charge mentale des femmes, mais de tout le monde en général, avec une approche très particulière qui est fondée sur le fait que je pratique la méthode empirique, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'expérience des gens. Je ne dis pas ce qu'il faut penser de la charge mentale en fonction de ce qui est écrit dans les bouquins. J'interroge les gens. Et en interrogeant les gens, j'ai constaté qu'il y avait un grand mal-être. D'abord, une grosse difficulté à communiquer au sein de la famille, au sein du couple. C'est-à-dire que j'ai constaté que la charge mentale, elle allait de pair avec une grande pauvreté relationnelle, communicationnelle. Et puis, j'ai compris aussi en avançant que il y avait que peut-être la pauvreté la plus fondamentale, c'était dans la relation à soi. Et que on se forçait finalement à mettre en jeu, à épouser des scénarios de vie, à mettre en jeu comme au théâtre en quelque sorte, hein, à épouser des scénarios de vie qui n'émanent pas de l'intérieur. C'est là, flotte dans l'air une quantité de scénarios qui disent aux femmes ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que la mission d'une femme digne de ce nom, entre guillemets. Et donc, les femmes qui se plaignent de charge mentale, en tout cas, je ne peux pas dire toutes les femmes, ce sont des femmes qui, en quelque sorte, du fait de leur histoire, certainement, ont été amenées à renier qui elles sont fondamentalement pour épouser des rôles. Et là, je rejoins fort ton univers. Et je me suis rendu compte aussi que quand je parle moi de pauvreté au niveau de la communication et de la relation au sein de la famille, c'est aussi que c'est le rapport au corps qui est pauvre aussi, parce que le rapport au corps est réparateur. Se faire des câlins, se faire des mamours, se dire des mots d'amour en famille, tout ça n'est pas là. On a oublié qu'on s'aimait dans ces familles-là. Et donc, je me suis tellement rendu compte que le rapport au vivant en soi, c'était ça l'essentiel. Et que c'était ce lien-là qu'il fallait reconstruire. Et je trouve que ça rejoint tellement ton univers, Aurélie. Tout à fait. T'as bien cerné, t'as bien cerné un petit peu mon univers où c'est vrai que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé que finalement, on oubliait souvent le corps, alors que tout ce qu'on va vivre ici et maintenant, ça va être des expérimentations à travers lui. Et de métier, du coup, en étant ostéopathe, j'ai eu cette connexion au corps, j'ai eu ces corps entre mes mains. Et c'est vrai que je regardais où je pouvais voir souvent les femmes qui avaient un rapport complètement déconnecté à leur corps et qui du coup, se trouvaient empêtrées, enchevêtrées dans un système dont elles n'arrivaient pas à se sortir. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus loin, qu'est-ce que notre corps avait à nous dire et aussi quel était notre rapport à lui-même. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai commencé à expérimenter différentes choses. Oui. Donc, il y a un drôle de truc, et ça, c'est culturel, quoi. C'est ce truc qui nous fait considérer qu'il y a une distinction entre nous et notre corps.
Oui, alors c'est culturel, oui, ça se voit, parce que c'est vrai pour avoir exercé en Malaisie à une époque, en Asie, il y a une autre culture par rapport à une autre vision du rapport au corps, de l'esprit, etc. Où pour eux, ben, final, tout est interaction. Après, je pense que chez nous, ce qui nous éloigne aussi de ça, c'est cet effet de la société aussi, qui on est dans quelque chose de consommation en permanence, le temps tout s'accélère, où au final, ben on fait et on oublie d'être. Et c'est cette déconnexion au final à ça. Et très souvent, ce qui va nous permettre de percuter, je dirais quelque part, malheureusement, et ça je l'ai vu trop souvent, c'est la maladie, c'est un accident, c'est quelque chose qui va remettre en question, qui va nous faire poser des questions sur qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Et c'est là où après, avec tout ce que j'ai pu vivre aussi, que j'ai vraiment trouvé triste. En fait, c'est ça, je pense, qui m'a touchée dans un premier temps, triste, et je me suis sentie impuissante parfois par rapport à des femmes qui au final ne savaient plus qui elles étaient elles-mêmes, en fait. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas possible de ne plus trouver de sens parfois, même à ce qu'on pouvait vivre. Et ça aussi, ça a été un élément important pour moi, où vu que j'ai suivi beaucoup de femmes qui devenaient mamans, et ça a été impressionnant comment ce fait de passer du statut de femme au statut de mère aussi pouvait au final être parfois pour certaines dévastateur, parce qu'elles n'arrivaient plus à retrouver leur statut de femme, et d'autres pour qui heureusement se trouvaient très bien dans ce rôle-là, mais il y avait aussi comme si le fait de changer de statut, on allait oublier qui on était, quoi. D'accord. Dites les filles qui sont là et celles qui se cachent, si vous voulez rebondir sur ce qui se dit, n'hésitez pas, puisqu'on n'est pas nombreuses. Euh, Aurélie se fera un plaisir de réagir dans la minute, hein. Mm. Alors Aurélie, tu disais, donc au départ tu as été ostéopathe et les corps les corps te parlent. Ouais. C'est ce qui peut paraître, c'est tout le côté parfois qu'on trouve un petit peu de sorcellerie et magique de l'ostéo, alors que finalement ça, c'est une sensibilité, c'est une éducation de Ben la main oui. aussi par rapport à ça. Mais effectivement, avec l'expérience, parce que du coup j'exerçais, et puis bon, j'exerce toujours aussi, mais différemment, mais pendant 15 ans pratiquement. Donc oui, au fur et à mesure, en fait, en fonction de l'histoire des personnes, de vécu, en fait, parfois, c'était le corps lui-même qui me parlait, comme on peut dire, qui parlait plus que la personne en elle-même qui se révélait. Et c'est ce que j'aime par rapport à ce rapport-là, c'est qu'au final, comme je disais toujours, tu sais, parfois on met nos masques pour donner le change et rester dans une apparence, mais par contre le corps, lui, il ne ment jamais. Ce qui fait que tu peux avoir un discours, et quand tu poses les mains ou quand tu vois comment réagit le corps, très souvent c'est là où on peut voir que les mémoires, ou en tout cas ce que le corps a engrammé, dit totalement autre chose par rapport à nos discours. Et ça, c'est vrai que c'est quelque part un petit peu notre détecteur de mensonges. Mm. Et c'est vrai que plus tu apprends à l'écouter, plus tu apprends à détecter ou à décoder un petit peu ce qui se passe, et plus tu te rends compte qu'au final, tu vas aussi aller connecter à ta réalité d'une certaine manière, sur ton identité, sur qui tu es, etc. Et ça peut se faire de différentes manières. Et est-ce que tu peux expliquer, donc tu vas nous dire de quelle manière on peut procéder, soit qui sommes des profanes par rapport à ça, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples de situations où le corps t'a parlé, donner des exemples concrets? Alors, je peux donner le mien, déjà, pour Ben oui, commencer. vas-y, mais je voudrais faire une petite incise avant que tu ne parles, Oui. que tu n'expliques ton cas. Mm. C'est que c'est vrai que tu disais, bon, parfois on dit que on associe un petit peu la compétence de l'ostéopathe à quelque chose comme de la sorcellerie, mais en fait,
c'est la question simplement c'est l'opposition entre le profane et l'initié, en fait. Tu sais, tu as passé des années à développer ton ressenti de plus en plus finement. C'est comme les fasciathérapeutes, quand on sait ce que sont les fascias, ben, nous, profanes, on pourrait se dire, mais comment il fait pour sentir celui-là, quoi. Oui, il y a ce côté-là. Et puis, pour être totalement honnête, après, j'ai eu la chance d'avoir cette sensibilité, même gamine. Oui. Donc, ce qui m'a facilité les choses, parce que justement, je ressentais des choses, mais j'ai eu besoin de comprendre ce que je faisais. Voilà. D'où ce qui m'a dirigée naturellement vers ce métier-là. Oui, donc tu sentais des choses par rapport à ton corps et le corps des autres? Alors, vu que moi, j'ai eu une certaine déconnexion à mon corps, que je pourrais expliquer après, je sentais surtout chez les autres. Dans le sens, je pouvais ressentir, c'était dans ma famille proche, hein, dans un premier temps, où ils avaient mal et quelle zone était problématique, si tu veux, par rapport à ça. Et c'était ressentir à distance ou bien en les touchant? Non, c'était en les touchant. En mettant ma main, j'arrivais à trouver, si tu veux, les zones de blocage, enfin, où il y avait quelque chose. Oui, donc il y a un don qui s'est manifesté là depuis ton enfance. On peut appeler ça, oui, une sorte de don, mais en tout cas, j'avais cette connexion-là, ouais, au corps. Oui, d'autres parleraient d'une hypervigilance. Hein. Oui, oui, oui. Et puis, je pense indirectement, tu sais, quand finalement, tu n'arrives pas à comprendre souvent ce qui se passe chez toi, tu vas te retourner vers l'extérieur aussi pour essayer de trouver des réponses ou de comprendre certaines choses. Donc, c'est ça aussi. Et puis, c'est souvent plus facile aussi. On a souvent un regard plus aguerri pour les autres. C'est vrai. On est toujours un bon conseil pour les autres et puis c'est compliqué à se l'appliquer Oui. On a une clairvoyance pour les autres qu'on n'a pas pour soi. C'est ça. Et puis, je pense aussi, de mon vécu, que c'était aussi indirectement ma manière de me soigner que de soigner, enfin, ou tu vois, de prendre soin des autres, d'être dans cette écoute-là, etc. C'est évident, ouais. Oui. Donc, tu allais nous raconter ton cas par rapport à le corps parle. Oui, le corps parle, même si, je dirais, même si on n'est pas prêt à l'entendre, même si on n'est pas encore capable d'interpréter aussi ce qui se passe, très souvent, oui, le corps parle. Après, dans mon cas, ce qui s'est passé, pour raconter un petit peu mon histoire, donc comme je disais, il se trouve que côté ostéopathie, moi, je me suis jamais posé de questions. Ça a été comme une évidence, en fait, d'aller dans cette direction-là. Et moi, mon corps avait parlé plus jeune, depuis l'enfance, où à 5 ans, il se trouve que je me suis mise subitement à prendre du poids. Et à la limite de l'obésité, je pouvais ressentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'étais pas capable de le mettre en mots. Ce qui fait que j'ai grandi un petit peu dans ce mal-être, en fait, sans trop comprendre ce qui se passait, jusqu'à l'adolescence, où ça, c'est la période un petit peu rebelle qui fait que je me sentais, je supportais plus mon corps, comme on peut voir assez souvent. Mais bon, voilà, sans expliquer plus que ça, j'ai fait des régimes. Comme on pense bien, ça marchait un coup et ça après ça reprenait, etc. C'était toujours compliqué parce que automatiquement, je me suis mise à avoir un rapport compliqué aussi à l'alimentation. Et puis c'est devenu, en fait, mon corps est devenu un petit peu mon combat du quotidien. À l'époque, j'avais de la chance, c'est que je faisais du sport et que ça a été longtemps mon exutoire. Donc ça a été ce qui m'a permis aussi de trouver un certain équilibre, en tout cas. Et ce qui est drôle, c'est après, hein, parce que la réflexion, elle se fait souvent des années plus tard, où on comprend en fait tous les mécanismes qui se mettent en place. Mais donc voilà, j'ai continué. Je vous passe un petit peu les détails, mais j'ai continué. Je suis rentrée en ostéo. Mon parcours s'est fait naturellement. Et puis il se trouve qu'à la fin de mes études, j'approchais la fin de mes études et pas de chance, j'avais à l'époque un chéri et qui m'a laissé tomber du jour au lendemain.
Donc, ça a été un gros choc émotionnel. Et en parallèle de mes études, je faisais aussi de l'initiation à la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, j'avais quelque part, on va dire, une mentor qui nous enseignait ça. Et du fait d'avoir accès à ce moment-là à une sensibilité beaucoup plus exacerbée que d'habitude, parce que j'étais pas bien, voilà, je déprimais par rapport à la situation. Il y a des choses qui ont commencé à remonter, en fait. Ça m'a donné accès, et c'est là, à cette époque-là, en fait, que j'ai mis en conscience le fait que j'avais subi des attouchements lorsque j'étais jeune. Donc, tu l'avais occulté entre-temps. Je l'avais occulté, c'est-à-dire que je l'ai découvert à 25 ans. Et je savais que c'était arrivé dans la première partie très, très jeune. Je savais pas encore, j'étais pas allée plus loin par rapport à l'âge, mais je savais que c'était arrivé certainement avant mes 5 ans ou dans ces eaux-là. Et le fait de mettre ça en conscience, ce qui m'a fait du bien, et souvent ce qui fait du bien, c'est que ça m'a permis de comprendre aussi des mécanismes qui s'étaient mis en place. Parce que parfois, j'avais une agressivité, une violence en moi qui était difficile à expliquer, ou au niveau du contact, notamment. Alors que ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'en ostéo, c'est quand tu fais des études d'ostéopathie, on est nos propres cobayes, si on peut dire ça comme ça. Mais j'avais eu des réflexions aussi parfois, même si c'était OK au niveau, on va dire, mental, de certains professeurs qui me disaient, mais on n'arrive pas à te masser, c'est bizarre, c'est bizarre. Oui. Eux en avaient peut-être déjà conscience, si tu veux, mais ils voyaient que je réagissais pas, donc ils n'étaient pas non plus allés plus loin par rapport à ça. Oui, ils t'ont préservé. Mais tu sais aussi, le fait de faire énormément de sport, hein, c'est la même chose que de nettoyer tout le temps sa maison. En fait, c'est une fuite en avant dans l'action. Ah bah moi, ça a été totalement, on va dire, ça a été un moyen de survie que j'ai mis en place, si tu veux. Ouais. Et pour aller même plus loin, par rapport au sport que je pratiquais, très jeune, j'ai pratiqué en même temps la danse et le tennis. Et c'était chouette parce que finalement, il y avait cet équilibre entre la danse qui est plutôt quelque chose on va dire, de féminin pour faire simple, ou de souple, de gracieux, et puis le tennis qui est quelque chose de plus je rentre dedans. Et ça, j'avais ça, et ça allait bien, sauf que malheureusement, on m'a demandé de choisir. Et j'ai arrêté la danse à cette époque. Et ce qui fait que de ce jour-là, j'ai commencé d'enchaîner les blessures, parce que j'étais là complètement dans le côté masculin. À l'époque, en mode de survie, quelque part, si tu voyais des photos de moi, j'étais devenue, à partir de 5-6 ans, un vrai petit garçon, quoi, au fur et à mesure. Ouais. Donc, je suis rentrée dans ce schéma-là pour me protéger, hein, d'une certaine manière. C'est souvent la raison, mais sans en avoir conscience, tout s'est fait, tout s'est installé au fur et à mesure par rapport à ce vécu-là, au final. Et oui, le sport a été, comme je disais, c'était ma manière de combler le manque aussi qu'il pouvait y avoir. Et c'est pour ça aussi que très souvent, dans nos métiers, comme on dit, l'activité physique est bonne, mais le sport à outrance, après, peut avoir d'autres conséquences aussi. Oui, et c'est là où j'ai commencé à comprendre un petit peu que finalement, le sport, tu vois, c'était pour combler aussi le manque d'amour, le manque qu'il pouvait y avoir sur ce plan-là. C'est une fuite. Ouais, carrément, carrément. De la même manière que, justement, je fais un lien entre, puisque mes cobayes à moi, ce sont mes coachés, hein. C'est à la fois, comme pour toi, à la fois ce sont mes cobayes, dans le sens où je les observe et que je bénéficie de leur confidence, mais ce sont aussi mes professeurs. Elles m'éduquent, elles m'enseignent beaucoup de choses. Et notamment, j'ai la chance qu'elles me fassent des confidences, je pense, des choses qu'elles ne diraient jamais à personne, parce que c'est le genre de choses dont on a honte, qu'il y en a une qui me l'a dit. Et puis, alors, ma manière de faire, c'est de le renvoyer aux autres. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Il y en a une qui m'a dit un jour que moi, j'emploie le mot ergomanie. Donc, c'est le fait d'être tout le temps occupé. Tu sais, le nombre de femmes qui te disent « Oh, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Finalement, je ne sais pas m'occuper de moi. »
et je ne sais pas m'occuper de mes enfants. Et en fait, ce qu'elle m'a permis de comprendre, c'était que l'ergomanie, le fait d'être tout le temps gna gna gna, faire le ménage, quoi, ça ne l'empêchait pas de s'occuper de ses enfants. Ça lui évitait. Ça lui évitait de s'engager dans la relation affective. S'occuper des enfants, s'occuper réellement des enfants, s'occuper comme ils en ont besoin et comme nous en avons besoin. Puisqu'on est à la naissance des enfants, il se passe des choses qui font que normalement on est vraiment emboîté amoureusement avec nos enfants. Mais il y a aussi des empêchements qui viennent de notre histoire, qui sont nos traumas, et qui font qu'on va fuir ce lien dont on a besoin, ce lien nourricier. Et donc, finalement, être comme ça tout le temps occupé, c'est pas que ça nous empêche, c'est que ça nous évite de nous engager émotionnellement avec nos enfants et notre conjoint, bien entendu. Ouais, et puis même quand il n'y a pas d'enfants, vu que moi, je sais qu'à l'époque, j'étais seule, si tu veux, et c'était, en gros, c'était le sport et mon boulot. Oui, mais toi, ça t'évitait de t'occuper, d'être en lien avec toi. Exactement. C'était, plus c'était plein. Moi, ça m'évitait de me poser de questions et de me retrouver comme je dis, face à moi-même quelque part. Oui. Et puis, petit à petit, après, on va dire aussi une compréhension de la relation que j'avais vécue, parce que cette relation amoureuse, j'ai reconnu, j'ai pris le temps pour digérer tout ça, mais je me suis rendu compte que j'étais complètement dans une relation de dépendance affective, et que si je restais dans ce schéma-là, je risquais de revivre en fait les mêmes choses. Et c'est ce qui s'est passé après. D'ailleurs, j'avais tendance à recréer les mêmes situations parce que je n'arrivais pas à sortir de ce schéma-là. Alors Aurélie, comment est-ce que ça se déroule, une relation de dépendance affective? Comment ça se déroule? Je dirais que c'est je dirais c'est comme une infiltration, tu sais. Petit à petit, en plus, souvent, il y a une certaine fusion, il y a une certaine passion dans cette relation-là. Et ce qui réciproque. Réciproque, ouais. Où tout est beau, tout était vraiment intense. Les choses étaient vécues d'une manière tellement intense que finalement, tu t'en oublies. Et petit à petit, en fait, parce que bon, il y avait mon compagnon de l'époque avait un profil de pervers narcissique, si tu veux. Donc ce qui fait qu'il y avait la manipulation et ils savent très bien comment agir ou sur quel bouton appuyer. Mais il y avait des petites choses, c'est parfois des injonctions qui peuvent paraître toutes bêtes. Je vais vous dire un truc qui fait rire souvent, mais quand je n'étais pas avec lui, par exemple, je n'avais pas le droit de porter de string. Et si tu veux, alors moi, ça me fait marrer en fait, parce que bon, en plus j'étais étudiante ostéo, donc ce qui fait qu'on n'avait pas le droit quand on était en pratique. Enfin bon, c'était. Puis pour moi, j'en ai rien à faire en fait. Si ça lui fait plaisir, c'était bon, j'étais tranquille. Mais ça, c'est toutes des petites choses de ce type-là que tu te rends pas compte. Et puis au final, tu te dis mais attends, pourquoi j'ai pas le droit de faire ça quoi? Je suis une femme, ça veut pas dire que parce que je vais avoir ou porter telle ou telle chose ou me comporter de telle manière, ça veut rien dire de moi en fait. Et sauf qu'on accepte au fur et à mesure. Tu vois de moins en moins de personnes aussi de ton entourage. Tu vois, c'est petit à petit, tu te retrouves enfermé dans cette relation en fait. Oui. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que on choisit, c'est-à-dire que c'est notre inconscient qui choisit un conjoint qui est en écho avec la relation qui a posé le traumatisme aussi. Hein. Totalement, dans le sens où moi, quand je l'ai rencontré, déjà, je ne pensais pas être suffisamment aimable d'une certaine manière, que je trouverais jamais quelqu'un qui pourrait m'aimer. Et quand on te donne cet amour-là, au moins, on va dire en apparence, waouh, tu te dis c'est génial. Et puis c'est surtout qu'après s'installe la peur de perdre l'autre et de pas retrouver. Tu te dis toujours, quand tu as une rupture, que tu étais à fond dans ta relation, souvent on se dit plus jamais je pourrais me rouvrir, plus jamais je pourrais faire ci, etc. Alors que bon, c'est faux, mais sur le moment, moi j'ai eu besoin aussi par rapport à cette relation-là
je savais que je me faisais du mal. Ouais. Une fois que ça a été terminé, parce que ça a été compliqué derrière, parce que les revenus, enfin, tu vois, c'était aussi, et ça a duré ce jeu-là pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce que je percute certaines choses. Donc, t'es toujours, tu sais que tu te fais du mal, mais en même temps, t'arrives pas encore t'as besoin d'aller explorer parfois, ce qui est souvent non compris de l'entourage, parce que c'est difficile aussi pour l'entourage de voir quelqu'un un petit peu, on va dire, se détruire, et puis qui veut pas tout simplement mettre une fin à une relation destructrice, quoi, par rapport à ça. Oui, oui. Mais c'est un peu comme s'il y avait une addiction, hein. Il y a quelque chose d'addictif dans cette relation-là. Il y avait une addiction, et puis automatiquement, même si ça peut paraître assez usuel de dire ça, mais vu que en général, par rapport au rapport au corps, où j'ai un très mauvais rapport au corps, il y avait aussi cette dépendance à l'autre de son regard, et en même temps de te dire ben je suis rien en fait. Tu vois, quand tu te regardes qu'à travers l'autre par rapport à ça. Tu existes à travers l'autre, et au final, tu te dis, ben non, il y a quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, Généralement, on arrive à le oui, ressentir, sauf qu'on se dit, la réflexion la plupart du temps, c'est, mais comment s'en sortir en fait? Et c'est l'amour oui, qu'on se donne à soi qui est souvent inexistant. oui, c'est ça. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu racontes là, c'est que tu, mine de rien, dans ta façon tu décris une espèce de soupe comme ça, une espèce de confusion qui résulte de l'abus. L'abus, l'abus, c'est quand on abuse d'une manière ou d'une autre, hein. Moi, j'emploie souvent l'exemple de l'expression quand on dit à quelqu'un, dis tu abuses. Tu abuses, Hein, mais tu vois, c'est notre corps on a une sensation qui nous dit, bon, stop cette interaction-là, c'est too much, mais on a la sensation. Et quand le fait d'abuser un enfant de plein de manières, pas seulement sexuellement, mais les abus, ils s'ancrent dans la petite enfance jusqu'à 7 ans, quoi. Bon, après, il y en a encore après, hein, mais principalement là. Et un abus, c'est un abus qu'on commet, notamment un abus éducatif, envers le système nerveux, qui a une certaine zone de tolérance, et notre système éducatif veut qu'on trouve normal, on pratique une éducation abusive en fait, hein. Donc on trouve normal de forcer l'enfant à accepter, à faire des choses, et l'enfant le fait pourquoi? Parce qu'il dépend totalement de l'adulte. Sans l'adulte, l'enfant ne reste pas en vie. Donc c'est un abus, c'est forcer le système nerveux à dépasser ses zones de tolérance jusqu'à tolérer l'intolérable. Mais du coup, au niveau de la structuration de la personnalité, la personne en construction perd ses repères et en vient à ne pas plus pouvoir situer la limite entre la sécurité et le danger. Première chose. ouais, Et deuxième chose aussi, cette façon que nous avons, nous adultes, d'imposer ce genre de trucs aux enfants, ça leur indique que leurs sensations, ce qui leur vient, leurs besoins, ce qui a besoin de s'exprimer, c'est pas valable. Le référentiel intérieur ne vaut rien du tout. C'est à l'extérieur qu'on va chercher ces références. ouais. Et quand, en fait, souvent, cet abus, quand il a été physique ou d'une autre manière, en fait, c'est une énergie d'abus qui te poursuit, Voilà. que tu gardes. Et après, dans toutes les situations, c'est ce qui fait, bah, comme tu expliquais, que finalement, tu vois, presque, on va le trouver normal, cet abus-là. Parce que finalement, t'as plus de limites. T'as laissé, c'est ton mode de survie, parce que finalement, Oui. ça serait encore plus intolérable de réagir autrement, quoi, et plus dur. Et c'est vrai que moi, de ce côté-là, j'ai mis en place aussi un système très, du coup, masculin, je dirais énergie masculine derrière, où ça a été, ben, je fonce, et en gros, je me pose pas de questions. Comme ça, au moins, ça évitait d'aller voir, ben, ce qui pouvait vraiment faire Oui. mal, quoi. Donc je fonce dans l'action, tu veux dire.
Ouais, je fonce dans l'action et ça a été le cas. C'est quand tu vois, j'ai abusé aussi en quantité de travail, enfin sur tous les plans. J'ai pris même des Oui, risques c'est ça. parce que c'est des mécanismes où moi, il y a eu un mécanisme. Après, c'était la prise de risque, tu vois, pour te sentir vivre aussi. C'était tous ces schémas-là qui se sont installés. Et puis, malgré tout, cette rupture m'a fait comprendre par rapport à mon corps, vu comme je disais, tu sais, que c'était toujours ce combat aussi par rapport à l'alimentation, parce que du coup, les troubles alimentaires sont venus d'autant plus forts à cette époque-là. Et là, quand même, j'ai pu comprendre parce que après avoir perdu beaucoup de poids, là, inversement, je me retrouvais dans la situation inverse où, au final, j'ai pu comprendre que peu importe l'image que je pouvais avoir, en fait, j'étais pas bien. Oui, que mince ou grosse, ça changeait rien du tout. Et oui. Et c'est là qu'il a commencé à avoir un petit déclic de se dire, mais c'est pas l'alimentation, tu sais, quelque part, mon problème, c'est ce que j'y mets dessous. C'est de la manière dont je me nourris au sens large du terme. Et c'est là finalement que j'ai aussi que je suis rentrée dans une phase un petit peu plus poussée de tout ce qui était aussi développement personnel par rapport à mon métier, de ce que je pouvais ressentir, d'aller voir aussi que finalement de comprendre que j'étais pas seule, parce que pendant longtemps aussi, comme tu disais tout à l'heure, au-delà de l'abus, mais même de cette situation aussi de dépendance affective, il y avait la honte. La honte, en fait, de te dire je sais que tout va mal, mais je suis pas capable de me sortir de ça. Ou en tout cas, je ne sais pas comment faire. Et ça, c'est difficile, surtout quand tu es rentré dans le mode action où tu aussi, tu as des valeurs de réussite, de travail, enfin, que tu te raccroches à ce genre de choses. Et finalement, c'était devenu, tu deviens toxique pour toi-même, quoi, quelque part. Oui, c'est ça. Et d'autant plus qu'il y a la question du besoin d'attention, quoi. Vaut mieux cette relation pourrie que rien du tout. Et c'était ça parce qu'il y a la peur du rien du tout derrière ou plus jamais Oui. je pourrais accéder à autre chose. Sauf que c'était la porte d'entrée, ça a été et finalement si j'essayais d'accéder à moi-même. Oui, c'est ça. Mais quand tu as fonctionné tout le temps comme ça, tu n'imagines pas qu'un autre monde est possible. Alors, je sais pas si, là, pour le coup, parce que je peux pas parler pour tout le monde, Non. mais j'ai eu la chance, dans mon malheur, on va dire, quelque part, d'avoir quand même une petite flamme, tu vois, qui me raccrochait à la petite fille avant que ça n'arrive. Oui. Et qui, elle, je me suis toujours raccrochée, j'ai toujours décrit comme ça, qui, elle, avait une force, une joie de vivre, enfin, tu vois, qui avait quelque chose de très puissant. Et du coup, malgré tout, je me suis toujours dit que le meilleur restait à vivre. Ah. Qu'il y avait quelque chose, enfin, il y avait forcément quelque chose, si j'étais là aussi, après c'est la manière de voir les choses, mais quelque part si j'étais là sur Terre, c'est que j'avais certainement quelque chose à accomplir et du coup que ça valait la peine de se raccrocher à ça. Parce que forcément, là aussi, il y a eu des pensées noires, ce genre de choses, où parfois tu auras envie de raccrocher, de te dire bon c'est bon, j'en veux plus, c'est plus facile, c'est plus simple de baisser les bras. Oui. Mais ouais, et ces périodes, moi, la période noire, on va dire, elle a duré 4 ans. Ah, quand même. Quand même. C'est pas énorme, quoi. Ça va encore 4 ans. Alors 4 ans, ouais, sauf que quand tu trouves le temps long quand tu es dedans et que finalement. Et quand tu es dedans, c'est la merde, quoi. Ouais. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours trop long. Au final, sur une vie, tu te dis 4 ans, c'est pas grand-chose. Mais sur le moment, tu te dis quand est-ce que je vais sortir de ça, quoi. Oui, oui. Il y a quelque chose, comme il y a certaines personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter via le replay, ont été écouter l'échange qu'on a eu pour le podcast. Et il y avait un truc sur quoi on s'était entendu dans le podcast et que je veux remettre sur le tapis ce soir,
c'est la question du sacrifice. Hein, puisque là j'ai rappelé plus ou moins que notre civilisation intègre l'abus dans nos pratiques éducationnelles, éducatives, hein, même sans qu'il y ait une dimension sexuelle, simplement, on ne traite pas les bébés, les petits-enfants comme ils ont besoin de l'être, tout simplement, on les force à faire des trucs alors que la seule chose dont ils ont besoin, c'est de tendresse, c'est d'être, voilà, c'est d'être aimé physiquement et d'une présence affective de la part des adultes. Et la majorité d'entre nous ont été privés de ça, en totalité ou en partie. Et tu mettais ça en lien, et là, tu ne mettais pas ça, c'était pas spécialement en lien avec toi, c'était en lien avec les confidences que tu reçois finalement, qui font qu'on perd la notion de qui on est et de sa dignité. Et en tant que femme, tu disais, wow, ça fait vachement écho aux besoins de sacrifice qui se manifestent chez beaucoup de femmes. Oui, ça c'est encore très marqué. C'est encore très marqué. Et ça, oui, ça a été quelque chose plus que je voyais au cabinet, où notamment, c'était encore les schémas de la société classique. Hein. C'était la femme qui travaillait, qui avait décidé de se consacrer aux enfants. Et puis en fait, au final, quand tu leur poses la question de pourquoi vous plus que que le mari, alors j'aime bien se provoquer, c'est pas parce que bon, je sais bien encore que ça peut être compliqué pour certaines, mais parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Ah bon? Mais si, il y a d'autres solutions. Et c'est là où, pour le coup, personnellement, j'ai eu la chance d'expérimenter étant, moi, quand je suis devenue maman, il se trouve que mon mari est à son compte aussi. Moi, j'étais à mon compte. Et en fait, pour moi, il n'y a jamais eu de possibilité que ça soit autrement, que je sacrifie quelque part, pour le coup, mon métier par rapport à lui. Alors, ce qui fait que, comme je dis, quand c'est intégré, quand tu as retrouvé ta place et que c'est intégré, je te dirais qu'il n'y a même pas eu discussion par rapport à ça. Ça n'a pas été ah bah tiens, tu vas peut-être freiner. Alors oui, j'ai freiné au niveau du rythme, forcément, mais lui aussi. Lui aussi. Et les tâches se sont réparties naturellement parce que là aussi, souvent, il y a cette notion de ah tiens, on peut entendre plus du côté masculin, du côté de l'homme, j'ai gardé les enfants. Et comme moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est éveillé de ce côté-là et qui me disait mais non, en fait, je m'occupe de mes enfants parce que ce sont mes enfants. Enfin, c'est normal. C'est pas oui. je garde mes enfants parce que tu pars ou je ne sais quoi. C'est je m'en occupe. Exact. Et c'est cette notion-là que très souvent, tu vois, que j'aime ramener, que pour moi, de ce que j'ai pu voir, et ça, elles ont du mal, on peut avoir du mal à le concevoir, mais dans une famille, si la maman ne va pas bien, très souvent, toute la famille ne va pas bien. Et c'est pas pour c'est pas pour rajouter encore une pression sur les épaules des femmes, mais c'est au contraire pour les libérer et se dire que oui, vous avez le droit de prendre soin de vous. Et en plus, ça aura une répercussion sur l'ensemble de la famille. Et très souvent, c'est positif. Je le vois, moi, qui ai pris le parti maintenant de travailler qu'avec les femmes, où le travail qu'on fait ensemble, finalement, souvent on me dit, mais pourquoi tu travailles pas avec le couple? Vu que je pourrais, par rapport à certaines thématiques, notamment autour de la sexualité, mais en fait, souvent, le travail qu'on arrive à faire ensemble, va infuser aussi sur petit à petit la manière d'être et avoir de la répercussion sur l'autre. Oui, c'est ce que je constate aussi. Moi aussi, je ne travaille qu'avec les femmes, les mamans en général, et ça guérit, en fait, ça guérit et la famille et le couple. Ouais. Parce que comme tu le dis, effectivement, et la maman et la femme de façon globale, il y a ce qu'on appelle dans le monde du féminisme la colonisation intérieure. On croit toujours, on se dit toujours
oui, mes parents, oui, la société, oui, machin, on nous impose des trucs. Non, c'est plutôt qu'on a intériorisé tout ça et que nous sommes notre propre gendarme, notre propre geôlier. Nous nous maltraitons nous-mêmes, notre bourreau. Nous nous maltraitons nous-mêmes. Ouais. Et ça, je l'ai retrouvé, tu vois, et ça, je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, je l'ai intégré, où par rapport à l'abus, pour revenir, où souvent, il peut y avoir la peur des personnes qui ont été agressées de devenir agresseurs. Ah, Et c'est pas un automatisme, c'est pas automatique. Et heureusement, je dirais, parce que, mais je me suis aperçue que quelque part, d'une certaine manière, si, on devient quand même agresseur. Alors même si c'est pas retourné vers l'autre, très souvent, alors ça n'engage que moi, hein, mais j'ai pu constater, bah, si tu regardes, on devient agresseur de soi-même la plupart du temps, ou maltraitant envers soi-même, en ne posant plus ses limites, en se laissant abuser par certaines situations, ou parfois il y a de l'automutilation par rapport à tous les mécanismes qu'on va oui, mettre en place. oui, mais c'est parce que euh, la psychanalyste Alice Miller a travaillé là-dessus et elle dit que l'enfant ne peut pas imaginer son adulte malfaisant. Du coup, il endosse la malfaisance et il considère que, enfin inconsciemment toujours, hein, il considère inconsciemment que c'est à cause de lui que tout est arrivé et qu'il n'est pas digne, qu'il ne mérite pas le soin ni le respect. Et ouais. Donc d'où l'importance d'aller se reconnecter à cette partie-là. Oui. Alors justement, je voulais te demander ce que tu as mis en place, toi, en travaillant d'abord, en te redécouvrant, et puis en travaillant avec tant de femmes, en découvrant leurs besoins, en découvrant combien elles sont en friche et dans une forme de misère. Ouais. Bah, vu que c'est pas toujours évident en fait. Ça peut paraître simple quand on en parle, mais Et parce oui, qu'on a passé des étapes aussi par rapport à ça. Moi aujourd'hui tout va bien, donc et encore même, je dirais c'est pas une fin en soi. Le travail n'est jamais terminé d'une certaine jamais. manière. Donc c'est de pas avoir cet objectif d'arriver à tel niveau ou telle guérison. C'est vraiment d'être sur ce chemin, de continuer en fait, de se découvrir. Et Oui, par rapport à ça, moi, ce que j'avais envie, parce que ça m'énerve, pour être franche, j'étais frustrée. Ça m'énervait en fait de avoir cette sensation que les femmes n'avaient pas le temps, qu'elles n'étaient pas capables de pouvoir se reconnecter à elles-mêmes ou autres, et puis d'aborder des tabous, notamment autour de la sexualité, que j'ai commencé à me poser la question et chercher en fait qu'est-ce qui altérait en fait ce rapport-là à notre corps. Et c'est de là que j'ai pu mettre en avant 5 sphères dont on a discuté oui, ensemble, où oui, on a la sexualité, on a la maternité, mais qui touche aussi beaucoup notre créativité, parce que finalement tout se passe aussi, toute la création vient de notre utérus d'une certaine manière. Il y avait notre image de nous-mêmes, l'image de soi. Il y a la manière de nous nourrir, que moi-même j'ai pu expérimenter aussi au travers de mon histoire, mais de nous nourrir au-delà de l'aspect diététique, hein, bien oui, évidemment. oui, Et puis, au final aussi, qui paraît évident, mais et qui est, je dirais, une, euh, une définition aussi de l'ostéopathie. Du but, c'est que la vie, c'est le mouvement, et c'est notre manière aussi de bouger. Et s'il n'y a pas ce mouvement, la vie, elle peut pas aussi s'expanser. Et d'où le fait d'aller comprendre aussi comment on bouge, pourquoi on bouge, comprendre ce qui se passe aussi au niveau de notre corps pour petit à petit recréer ces connexions par rapport à tout ça. et recréer du lien à soi. C'est ça. Et d'aller petit à petit, parce que comme je te dis, comme c'est pas facile, moi ce que j'ai aimé dans un premier temps, c'était un petit peu de briser ces tabous, de pas avoir peur de dire aussi que c'est difficile, parce que parfois je dirais, on nous vend du rêve, on voit beaucoup de choses maintenant, notamment par rapport à la maternité ou quoi, et non, c'est pas tous les jours facile.
Et en fait, on est tout à fait normal, c'est tout à fait normal de galérer aussi. Même quand on a on va dire, un minimum de connaissances, l'évidence, elle n'est pas toujours là. Donc c'est petit à petit de retrouver et de permettre à la femme, en s'accordant, à se reconnectant, de prenant quelques minutes parfois par des biais totalement différents, par les 5 sens aussi. Et puis j'aime bien aussi gérer un petit peu de légèreté avec de l'humour pour aborder aussi des thématiques qui sont profondes pour nous. Et finalement, j'aime bien jouer avec ces deux aspects-là. Oui, et je trouve que… et du coup, ça, ce sont les 5 axes d'une petite formation que tu as mis sur pied, que tu proposes et qu'on va proposer ce soir et puis pour les jours qui viennent, pour les personnes qui ne sont pas là. C'est une formation que tu as mis sur pied pour qu'on apprenne gentiment à s'apprivoiser. Et déjà, tes propositions, elles sont gentilles, elles sont toutes douces, et déjà, il y a une petite audace dans ce que tu proposes. Ne serait-ce que dans le fait que tu proposes de se consacrer du temps. Oui. Et du temps pour s'apprivoiser soi dans sa dimension d'être vivant incarné. C'est ça. Et puis, je dirais, je veux pas, pour pas spoiler aussi, c'est d'une certaine manière se découvrir autrement, tu vois, que j'avais envie d'amener. Oui. Et se découvrir autrement, vu que, alors je vais faire une généralité, mais nous sommes toujours pressés. C'est aussi, je l'ai fait dans cette idée de maman qui a jamais le temps non plus et qui peut s'accorder un petit peu de temps d'aller sur des thématiques qu'elle n'oserait pas forcément aborder. Oui. Et parfois de repasser aussi par, je dirais, des bases qui paraissent, où on croit toujours que c'est acquis, mais en fait, on n'a jamais été éduqué à ces choses-là. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu amener et que ça soit un plaisir surtout. Parce que pour moi, tu vois, il y avait encore cette notion de ne pas subir le programme et plutôt d'en prendre du plaisir. Il y a plein de lectures différentes. Oui. Et c'est ça qui pour moi était important d'amener. Oui. Et ce que je trouve chouette dans ce programme, c'est que il n'y a pas de prise de tête et c'est comme si on s'offrait une récréation en fait. Eh ben, c'est ça. C'est pour ça que, tu vois, je l'ai appelé plaisir illimité, reconnexion à soi. Plaisir illimité, ça pouvait paraître prétentieux dans le sens, c'était aussi pour le petit côté provoque d'aller chercher au niveau de la sexualité. Tu vois, quand on parle de plaisir illimité, ça fait un petit peu accès à cette ouverture, mais c'est en fait de pouvoir accéder, faire ce premier pas, cette initiation pour pouvoir accéder au reste derrière. Voilà, voilà. Donc c'est un petit peu comme recoller des morceaux de soi, aller les chercher et les recoller. Oui, ou de les découvrir parfois. Oui, c'est vrai, les découvrir. C'est comme un petit voyage à la rencontre de soi, tu vois. Mais dans la légèreté, avec un sujet profond. Voilà, c'est un petit peu ça que qui pourrait résumer l'énergie ou l'idée que j'ai voulu. Et en même temps, à travers ce programme, c'est de lâcher aussi le côté perfectionniste qui colle toujours aussi au statut de la maman. Où même dans ce programme, moi-même, je peux être imparfaite. Et ça a été aussi une thérapie en ce sens-là, d'accepter d'aider l'autre malgré les imperfections que j'ai pu voir sur moi-même. Chez toi. C'est ça. Je dirais bien aussi que ce programme-là, c'est une manière de te découvrir toi et de découvrir ta manière de faire aussi. Oui, c'est un petit peu, je dirais, ma marque de fabrique. Ouais. Mais alors, je voudrais aller un tout petit peu plus loin avant de nous quitter, puisque donc là, on a découvert ta manière d'approcher la femme qui vit et de lui proposer de se réparer, mais plus que se réparer en fait. Parce qu'au-delà de ça,
à partir d'un retour au corps, tu proposes carrément une construction ou une reconstruction ou bien la découverte d'un potentiel qui sommeille? Ouais, oui, ça ça a été le chemin, du coup, que j'ai pu découvrir aussi chez moi. Oui. Ou dans ma manière plutôt d'entreprendre après, dans ma manière d'exercer, où finalement, je me suis rendu compte qu'en apprenant à se reconnecter à soi-même, à sa santé aussi, parce que j'aime quand même amener cet aspect-là de santé et sa sexualité, en partant de là, de cette énergie aussi centrale et je dirais cette identité profonde, et ben finalement, ça me permet d'agir, de m'écouter, d'être à l'écoute de mes envies, d'agir plutôt à partir de là. Et c'est totalement plus juste cette intuition, si tu veux, que mon corps m'envoie. Et ça, c'est beaucoup plus apaisant aussi comme relation à soi. Et pour Oui. entreprendre plutôt que d'être soit dans un système ou dans l'autre. Alors après, je vais pas faire l'amalgame où parfois on entend parler du masculin ou féminin, c'est cet équilibre en fait qui pour moi est important. Et en tout cas de pas sacrifier ni sa santé ni sa sexualité quelque part, parce que pour moi la sexualité fait partie de notre santé et Mmh. dans notre manière de vivre quoi. Et pas de reléguer ça au second plan, que si on a le temps de s'en occuper on ira voir ce qui se passe à ce niveau-là. Mais non, de plutôt repositionner ça au centre parce que c'est notre énergie de vie, quoi. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui va aussi nous guider sur tout le reste. Oui, mais tu proposes une voie tout à fait alternative, par rapport à ce que le monde dans lequel on vit propose, quoi. C'est un on vit dans la tête, on vit, on fait des choix par rapport à un référentiel extérieur Ouais, et toi, tu proposes de revenir au corps et de faire confiance à une voix intérieure. c'est ça. C'est de ramener ce référentiel qui parte de l'intérieur et non plus qui soit dans l'attente de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, Et ça, c'est vrai que au final, les choix sont beaucoup plus justes, plus faciles à prendre aussi. Et puis tu te rends compte qu'on n'est plus dans ce combat en fait. Donc je décrivais au départ un petit peu de moi-même dans lequel j'étais, mais finalement c'est pas se guider qu'à l'intuition parce qu'on a toujours besoin d'un certain cadre malgré tout. Mais c'est de partir de l'exploration de son corps et en tout cas de l'amener dans nos prises de décision, dans nos vies, en paix. Et finalement, c'est beaucoup plus juste. oui, et peut-être que, heu, je vais pas dire que, ça apporte le bonheur, mais certainement ça apporte la paix, par opposition à une forme de combat dans lequel on est au quotidien, si on reste dans les valeurs de notre société. On accumule et finalement ça nous laisse toujours dans un état de frustration. Mmh. Ce que j'aime pour imager quelque part, pour moi, tu vois, ça date d'un peu plus d'un an. Il se trouve que j'ai fait un body painting, donc où j'étais nue, mais j'avais le body painting qui est magnifique, qui est un peu une histoire vu que j'ai un beau phénix. Et, euh, et quelque part, ça peut paraître simple quand tu vois les photos, mais c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire il y a quelques années encore. Et je pars du principe, alors ça veut pas dire que je demande à tout le monde de se mettre à poil, il y a pas de si, mais quelque part, quand tu t'es mise à nu, sous tous les sens du terme, eh ben je crois qu'on peut plus rien te prendre. Et quand tu arrives à l'assumer et à passer au-delà des regards, et ben finalement c'est là où tu te rends compte que, alors je veux pas dire que tu es invincible, mais que du coup tu as le droit d'être toi-même. Oui, et ça t'apporte une puissance que tu n'imaginais pas sans ça. Et non, et en même temps, mon corps est ma victoire, je dirais quelque part. Et ça, j'encourage toutes les femmes
à y croire, c'est que ce que je pensais être ma vulnérabilité, ma faiblesse, j'ai pu en faire une force. Et ça, aujourd'hui, je peux dire que c'est ma fierté. Et c'est ce que j'ai aussi envie de permettre à chaque femme de pouvoir vivre. Parce que c'est d'une telle légèreté, tu vas arriver à te détacher au final du regard, de la critique. Et puis finalement, tu reprends Oui. le pouvoir sur aussi, comme je disais, sur ta santé, sur ton énergie, sur tout ce qui se passe en fait en toi. Bah, tu te mets à vivre réellement, quoi. Bah, c'est ça, tu passes du mode survie au mode vivre. Et pour moi, en plus, qui est une valeur de liberté qui est énorme, bah, c'est ma liberté. Ouais. C'est ma liberté que je peux vivre après avec moi-même, dans mon couple, en tant que maman. Et ça, je dirais, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Là, je sais que je suis à ma place. Yes. Les filles, je vais vous inviter à poser vos questions si vous en avez, à faire vos commentaires. Et on va encore demander à Aurélie si elle a oublié de dire quelque chose, s'il y a quelque chose d'important qu'elle veut ajouter. Et puis on clôturera. Et je vous donnerai le lien pour participer à la formation d'Aurélie dans l'email avec le replay. Voilà Aurélie, c'est le moment d'ajouter ce qui te semble qu'on a oublié de dire. Alors, ce que je pourrais dire, c'est par rapport en tout cas à mon histoire et du parallèle que je peux faire là sur la fin, c'est qu'il y a quelque temps, je suis allée plus loin par rapport à mon histoire. Ça m'a permis encore de comprendre d'autres choses sur qui j'étais. Et par contre, il faut savoir que ça a aussi remis beaucoup de choses en question sur le moment. Sauf que j'ai pu voir en pouvant constater, en ayant ce recul-là, de voir que j'étais bien à ma place, parce que finalement, parfois, on se dit, mince, tout sur quoi je me suis construite n'est peut-être pas juste. Or, en ce qui me concerne, j'ai pu constater que c'était totalement juste, donc c'est ok, Oui. c'est ok par rapport à ça. Mais en même temps, ce que je disais, le travail n'est jamais terminé, et c'est aussi moi, ce que ça m'a appris, c'est que parfois, même, je dis pas d'aller chercher la merde, hein, comme on dit, mais de prendre en conscience aussi ce qui finalement peut faire du mal, me permet aussi de poser mes limites. Parce qu'on est beaucoup aussi dans le pardon, l'amour, je dirais, ce monde-là, il faut se pardonner aux autres, pardonner à soi, ce qui est pas faux, hein, loin de là. Mais parfois aussi, ça fait du bien de dire, là, c'est pas OK. Donc là, c'est ma limite maintenant. Oui. Voilà. Mais au moins, ce qui se passe quand tu peux dire ça, c'est quand tu peux dire c'est ma limite, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait que tu la sens ta limite. C'est ça. Parce que quand tu étais dans cette relation abusive, on aurait pu te dire mais Aurélie, fais-toi respecter, pose tes limites. Mais à ce moment-là, tu ne les sentais pas, sinon tu te serais fait respecter. Et oui, si tu veux, je les avais mentalement parlant. Je les avais en conscience ici, mais elles n'étaient pas intégrées. Et tant que c'est pas intégré au niveau du corps, c'est ça aussi souvent. On sait beaucoup de choses, on a conscience de beaucoup de choses, mais tant qu'on l'a pas vraiment réellement intégré, c'est compliqué à mettre en place. Exact. Donc c'est le corps, c'est le système nerveux qui doit te faire sentir et réagir sans que tu mentalises en fait. C'est ça. Et souvent, toute façon, après, c'est les premières réactions, comme je disais, le corps ne ment pas. Donc c'est après ce qui va se mettre en place, qui derrière devrait nous faire plus réfléchir qu'autre chose, Oui, plus que oui, cette première intention. oui. Il y a Et oui, Marie-Ange qui te fait un petit message là. oui, et je vois effectivement, tu as raison, c'est vraiment le travail de toute une vie. Moi, je vois là où je viens de passer encore un gros cap, finalement, je sais que c'est le début d'autre chose. Et c'est bien parce que je sais que je progresse, on va dire que j'évolue en permanence. Et c'est ça qui est intéressant, sans avoir une quête précise. Oui, mais les filles, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais moi je suis toujours en train de travailler sur moi. Hein. Et je dirais que c'est plutôt bon signe. Oui. Ben, et donc moi tout à l'heure je me disais ça justement que une existence, tu penses que tu l'as dit tout à l'heure aussi, hein, c'est une existence où on est en quête, c'est à la
c'est pour se retrouver, en fait. C'est pour retrouver peut-être son intégrité, pour se retrouver vierge tel qu'on est né, quoi. Vierge et doté d'un potentiel infini. Et puis, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour moi, en fait, l'être humain est un être d'évolution. Et moi, je sais que personnellement, je me sens mal quand j'évolue plus. Tu sais, quand il y a ces paliers où tu sens que ça bloque, ça veut pas. Et moi, c'est là où je suis mal. Et c'est pour ça que pour moi, ça me va très bien. Comme je dis, je pourrais être une éternelle étudiante. J'adore ça. Ah ouais, c'est mon cas aussi. Après, il y a il y a toujours trouvé aussi le bon équilibre par rapport à ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est une de mes nourritures, alors plus spirituelle, mais que la nourriture classique. Mais en tout cas, ça fait partie de mon quotidien. Pareil pour moi. Alors les filles, merci d'avoir été là. Donc je vous envoie l'email avec le replay et avec le lien pour rejoindre Aurélie si vous sentez que c'est bon pour vous. Ne plus se sentir seule dans son cheminement, ça fait du bien. C'est ça. Il faut exprimer les filles. Eh oui. Il faut s'exprimer, il faut le dire aux gens quand on se sent bien accompagné. N'oubliez pas de le dire parce que on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur la personne à qui on dit qu'on se sent accompagné en sa compagnie. Merci Marie-Ange. Merci Marie-Ange. Et oui, c'est tellement important. Ouais. Tellement important. Allez, on va clôturer là-dessus. Alors, merci Aurélie. Merci à toi.